époque, on ne parlait même pas d'environnement, on parlait de pollution. Là, tout à coup, la pollution, c'est l'environnement qui est arrivé. Après ça, de l'environnement, on a parlé du développement durable. On peut avoir l'impression qu'on est toujours dans la même histoire avec des mots puis des vêtements différents. Ce soir, c'est la transition socio-écologique. Fait que c'est aussi quelque chose, je pense, qui touche beaucoup les gens. On en parle beaucoup. Puis j'ai l'impression que les gens aussi, des fois, ne savent pas trop par quel bout commencer, comment ça fonctionne, ou comment amorcer soi-même une transition, tout ça. Fait que je pense que ça va peut-être répondre à des questions, des craintes des gens. Dans le domaine de l'éducation à l'environnement, de plus en plus, on entend parler d'une éducation même à la fin de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui existe présentement. C'est quelque chose qui fait partie, finalement, des réflexions de certains chercheurs. C'est un enjeu majeur qu'on vit en ce moment. C'est un enjeu qu'on n'ose pas toujours regarder droit dans les yeux parce que c'est confrontant au niveau personnel, au niveau de nos habitudes de vie. C'est confrontant au niveau collectivement aussi. Par contre, je pense que les gens commencent à sentir que la marmite bouille, que c'est le temps qu'on passe à l'action et que c'est plus le temps de se mettre la tête dans le sable, loin de là. On parle d'urgence climatique, donc j'espère que la salle va être bien remplie là, pour faire honneur à nos 4 panélistes. Pour traiter du sujet ce soir, étant venu à 2 présentations juste avant dans cette série-là, je tiens d'ailleurs à remercier Benoît et Annie de m'avoir invité. Je voulais prendre vraiment l'angle international de la question. Et qu'est-ce qui nous amène avec le terme transition au départ? C'est des questions énergétiques. Donc, je voulais vous tester un peu par 3 mots et 2 approches. Donc, il y a peut-être des mots qui vont vous dire de quoi, peut-être pas. Je vais vous demander à main levée. On va faire le test tous ensemble de cette compréhension de ces mots. Fait que je débuterai avec le mot déplétion. Est-ce qu'à main levée, il y a des gens que ça leur dit quelque chose, le mot déplétion? Je trouve ça intéressant qu'on puisse mettre la table avec 4, 5, 6 mains levées. L'idée de la déplétion, c'est qu'on part d'une ressource. Souvent, on va l'associer aux hydrocarbures, mais on peut prendre la notion de la déplétion aussi avec certaines autres ressources, des métaux. Donc, c'est l'idée en 3 étapes de la production annuelle part de zéro. On pense, entre autres, au fameux pic de Huber qui apparaît, lui, en 1940 et qui a été présenté en 1956 à l'American Petroleum Institute. On part donc d'une courbe de découverte de zéro, une production qui atteint un sommet et qui ne sera jamais dépassée. Et ensuite, une fois le pic passé, la production décline jusqu'à ce que la ressource soit complètement épuisée ou non. Non, parce qu'on peut arriver à la fin qu'il reste de la ressource, mais qu'elle n'est plus rentable ou plus impossible à extraire. Donc, on enchaîne avec la suivante. Le TRE ou l'EROAC. Là, j'espère avoir plus de mains qui se lèvent. On reste pas mal dans le même ratio, on approche de 10 mains. Puis vous allez voir pourquoi parler de transition socio-écologique, c'est important d'utiliser ces termes. Donc, si on y va à la suivante, l'idée du taux de retour énergétique. Pour vous donner une idée, à l'époque des pays arabes, quand on découvre le pétrole, même aux États-Unis, les premiers gisements, on parlait d'un EROA de 1 à 100. Un EROA, c'est c'est le terme en anglais, mais le retour énergétique, c'est l'unité d'énergie qui est dépensée pour extraire une quantité. Quand on dit un EROA de 1 à 100, c'est qu'on brûlait 1 baril de pétrole pour en extraire 100. En 1940, on se rend à un EROA, entre autres, particulièrement pour les hydrocarbures, un EROA en 1970, c'est-à-dire qui tombe à 23. Donc, 1 baril brûlé pour en extraire 23. À partir de 2005, planétairement, on est dans une moyenne de 1 à 8. Donc, pour extraire 8 barils, on doit en brûler 1. Et nous, du côté canadien, on se rend avec les sables bitumineux du 1 à 4. Et si on teure l'éponge, on est dans du 1 à 6. Dans le pétrole de schiste, on est dans le 1 à 6. Et le pétrole en haute mer, on est dans du 1 à 8. Fait que vous voyez que c'est un peu le principe là, du fumeur qui arrive à la fin du paquet de cigarettes et qui se doit de commencer à fumer ses botches, si je peux donner cette image. La suivante.
C'est important de retenir qu'à l'échelle canadienne, l'an passé, pour 2022, on a atteint un summum d'être approvisionné à 100% Canada-États-Unis. Mais ce 100 %-là repose uniquement sur les sables bitumineux et le pétrole de schiste. Donc, quand je vous dis du 1,4, du 1,6, le party commence à s'approcher. En tout cas, les lumières vont s'éteindre là, quelque part à un moment donné. La suivante. Le découplage en main levée maintenant. Il y a un peu plus de main. C'est un mot qu'on actualise un peu plus. La suivante. Là, je vous ai mis une belle image là, pour illustrer, accompagner le découplage. La notion du découplage, c'est qu'on pourrait réussir à extraire des ressources tout en éliminant ce qu'on appelle les externalités. Donc, la pollution reliée à l'extraction, à la transformation, à l'utilisation. On va greffer ça à la notion de PIB. Donc, on pourrait continuer à croître Sky is the limit, Superman dans le ciel, en maintenant notre bien-être, nos standards de vie, notre surconsommation. Et l'idée de découpler, c'est qu'on arriverait à faire disparaître tout impact environnemental. J'ai été chercher quelques rapports pour me mettre à jour et aussi vous partager cette info-là. On parle de graphique de 2022. Si on y va sous l'angle de l'électricité, au niveau de l'électricité, en 2022, la production mondiale atteint un 28 % dans un cocktail d'énergie renouvelable. Donc, je vous épargne le pourcentage pour chacun. Si on ramène maintenant à la question du transport, donc je vous ai parlé de production d'électricité. Sur la question du transport, le bas blesse pour nous, parce que mondialement, l'acheminement des marchandises ou le déplacement des individus et même marchandises par avion et par bateau, vous comprendrez qu'on n'est toujours pas rendu dans des notions de transition énergétique. Au niveau de ces modes de transport-là. On est donc toujours sur les hydrocarbures. Donc, la mondialisation repose principalement sur le principe d'utilisation d'hydrocarbures. Je vous ai sorti aussi le graphique de 2022 l'an passé de ce qu'on appelle les bombes climatiques. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous lire mes notes. On parle de 425 bombes climatiques, ce qui veut dire que si l'ensemble de ces gisements-là étaient extraits de leur début à la fin, donc ce qui est la partie récupérable, ce que vous voyez en bleu, c'est les puits d'hydrocarbures, les possibilités en haute mer, en sol. En noir, c'est le charbon. On pensait être parti dans une voie de la transition énergétique, mais vous voyez, avec la COVID, le conflit en Ukraine, on a une résurgence de l'utilisation du charbon avec plusieurs pays. Donc, la notion de 425 bombes climatiques, là-dessus, on n'inclut pas les 5 gigatonnes et plus. Donc, le chiffre que vous voyez en bas, 1182 gigatonnes, est quand même un chiffre assez réservé qui nous amène beaucoup plus loin. À l'échelle du Canada, vous voyez, l'extraction d'hydrocarbures nous amène, en termes de production, qu'on est le 4e au monde dans ce palmarès et ce podium de la fierté de la pétromonarchie canadienne. Donc, on est directement à côté des États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie. Donc, parler de transition énergétique, socio-écologique dans une pétromonarchie sur fond de démocratie peut quand même nous amener à se poser de sérieuses questions dans les derniers budgets, entre autres, de notre gouvernement canadien. Pour ce qui est d'une économie canadienne qui carbure au GES, en termes d'effet de gaz à effet de serre, on se situe dans le palmarès des premiers. Donc, par kilo de CO2 émis, par unité de PIB, le Canada est en moyenne à 40 kilos de CO2 émis par unité du PIB. Je ne pouvais pas m'empêcher de glisser cette image-là. Cette année, on sera dans le 10e triste anniversaire du déraillement de la tragédie de Lac-Mégantic. Je parlais la semaine passée avec mon ami Robert Bellefleur et je lui disais que j'allais inclure quelque chose dans ma présentation pour semer cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on a appris de Mégantic? Est-ce qu'on a réussi à avoir une voie de contournement 10 ans plus tard? Non. Et même, il me confirmait avec des caméras de chasse qu'eux ont identifié une augmentation des produits dangereux ces dernières années. La suivante et dernière. Donc, ça nous amène à effondrement et décroissance. Je pensais mettre « et où ». Quand je vous disais, je vous amène 2 notions à la toute fin. Il y a la notion d'effondrement, qu'on peut se poser des questions si notre civilisation est dans des indicateurs d'effondrement. Est-ce que ce rapport-là vous dit quelque chose, ce graphique-là? Si je vous dis halte à la croissance, rapport Meadows,
Ah, là, j'ai un peu plus de mains. Ça me rassure parce que quand même un rapport de 1970, là. Fait que ce halte à la croissance a quand même amené cette réflexion-là des notions de transition. Ce graphique-là montre, dans le fond, de modélisation par ordinateur. On part des ressources qui, inévitablement, vont décliner sur une Terre aux ressources finies. Et la notion de ce que nous procurent ces ressources-là, nourriture, production de services, la population, la courbe démographique de la population pourrait très bien se greffer à celle des hydrocarbures qui nous a permis ce standard de vie-là, et la courbe de pollution. Donc, le modèle nous amenait autour de 2010-2030. Population commence à décliner suite à l'effondrement. Une des clés pour amortir la chose, c'est plutôt que de subir des notions d'effondrement, on pourrait plutôt penser à une décroissance, l'appliquer dans nos collectivités. J'aime bien la façon résumée qu'utilise mon ami Noémie souvent dans ses allocutions à partir du livre d'Yves-Marie Abraham, « Produire moins, partager plus et décider ensemble ». Donc, cette réflexion-là au niveau de la décroissance n'est pas banale. Donc, on aurait peut-être des notions à inclure là, dans la transition socio-écologique qu'on pourra parler ensemble. Absolument, parce qu'on aura du temps d'en parler. Merci, Martin. T'as mérité ton verre d'eau, tout à fait. Oui, t'as bien mérité. Merci. Donc, c'est comme on dirait un marathon. Mais tu peux t'asseoir, hein, il n'y a pas de problème. Il m'a épuisé. Bon, merci, Martin. Moi, je vais prendre le rôle universitaire, là, un peu straight. Là. C'est correct. Je suis comme ça. On aime la diversité. Donc, ce que Martin nous a montré, c'est intéressant parce que moi, je vais vous parler de l'importance des mots. Puis on a vu au début de son exposé que les mots, on ne sait pas tout ce que ça veut dire. Ou des fois, on lève notre main, on sait ce que ça veut dire, il nous explique ce que ça veut dire, puis on dit « Ah ouais, c'est pas comme ça que je le voyais, moi je le pensais comme ça ». Puis l'importance de savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on nous a invités pour parler de la transition socio-écologique. C'est comme la deuxième fois qu'on m'invite de parler de ça, puis une fois j'avais glissé, j'avais dit transition énergétique, on m'a dit non, on parle de transition socio-écologique. OK, c'est correct. Donc, quels sont ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? C'est super important. Est-ce que, donc, le mot est nécessaire pour comprendre ce dont on parle, puis de quoi on parle, finalement? Donc, ma première intervention, c'était de revenir un petit peu sur l'importance de ces mots. Des fois, je me demande s'il n'y a pas trop de mots. Puis là, finalement, on a notre mot, puis notre mot est meilleur que l'autre mot. Hein? Il y en a qui parlaient de développement durable à une certaine époque. Maintenant, on parle de transition socio-écologique, si on veut. Puis, c'est bien mieux, on est avancé. Mais finalement, Martin vient de nous montrer les résultats du rapport Meadows en 72. Puis finalement, on recule. On n'est pas avancé, on n'a pas avancé en tout cas. Donc, et c'est des mots différents, mais c'est les mêmes mots. On fait comme un peu de surplace. Donc, je pense que c'est super important, même si on est face à des crises, une crise, deux crises. Moi, ça fait depuis les années... fin des années 80, début des années 80 que je travaille là-dessus. Je pense pas qu'on ait avancé. Je pense que la crise écologique s'est empirée. On est toujours dans l'urgence. Il faut toujours aller plus vite. C'est toujours pressant. Donc, il faut trouver la solution. Ce soir, je vous le dis, moi, j'ai pas de solution. Donc, mon punch est là. Donc, et donc, moi, je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir de quoi on parle, où on veut aller. Qui sont les personnes qui parlent de ce qu'on parle, puis qui sont les personnes qui n'en parlent pas, pourquoi ils n'en parlent pas. Donc, c'est une question de langage, une question de mots, et c'était là-dessus que je voulais arriver. Je voulais aussi dire que ces mots-là sont contextualisés. C'est en fonction de l'époque dans laquelle ils sont sortis. Donc, quelle est cette époque-là? Martin nous a fait un tour du monde assez rapide, sans émission de GES. Merci, Martin. Je vais faire un petit tour. Je vais essayer de le faire rapide. Là, je parle vite, je ne lis pas mes notes. Un petit tour rapide du Québec. Si on pense au Québec à la fin des années 60 ou au courant des années 60, les années 70, là, on a commencé à avoir des préoccupations. Je dirais pas nécessairement environnemental, c'est un mot qui est arrivé dans les années 80, celui-là. Donc, mais on parlait beaucoup des mouvements antinucléaires. Donc, il y avait des mouvements citoyens antinucléaires. Il y avait beaucoup de mouvements sociaux, des mouvements sociaux qui se donnaient la main avec les mouvements antinucléaires, qui travaillaient ensemble, qui allaient dans les rues. La mobilisation sociale était hyper forte dans les années 60, 70, 80.
On pense Mouvement des artistes pour la paix, l'Alliance Tournesol, Regroupement pour la surveillance du nucléaire, des groupes sociaux, des nouveaux mouvements sociaux. Il y en avait beaucoup. Lutte sociale et militante dans les rues à Montréal, mais pas que à Montréal. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, tout le monde connaît aussi nos opérations Dignité, qui sont plutôt des revendications sociales, mais aujourd'hui, transition socio-écologique, hein? On lit bien les deux ensemble, puis les deux doivent se lier ensemble. À un certain moment, il y a eu en parallèle la même effervescence, si je peux dire, qu'on pouvait lire à l'échelle du Québec. Des fois, on a des spécificités québécoises, mais là-dedans, on n'est pas vraiment spécifique. Ça se passait comme ça au Canada, ça se passait comme ça dans plusieurs pays. Je m'arrêterai aux pays occidentaux. Je ne voudrais pas étendre l'histoire partout sur la planète parce que je ne suis pas sûre que c'est partout sur la planète. On a souvent l'habitude de dire que c'était un mouvement international. Bien, il faudrait quand même le prouver aussi, là. Mais il y avait cette effervescence-là et c'était très rapidement mis en scène ou discuté à l'échelle onusienne. Donc, hein, on se rappelle 1972 aussi, Conférence des Nations unies à Stockholm. On commence à faire une conférence des Nations unies sur l'environnement. Dans les années 80, la commission Brundtland, donc environnement et développement, et c'est là que je vais arriver, environnement et développement, qui nous donne au final la notion de développement durable. Elle n'est pas sortie comme ça par hasard, la notion de développement durable. Elle est sortie d'une sorte de lutte interne au sein de la commission Brundtland, donc cette commission-là de l'ONU qui a duré quelques mois, sinon années, et dans laquelle deux visions, hein, il y avait la vision de l'éco-développement. Il y avait ceux qui défendaient l'éco-développement, qui étaient plus liés avec un autre type de développement, qui était poussé par les pays du Sud, mais qui était poussé aussi beaucoup par le Canada. Et au sein de la Conférence des Nations unies, finalement, il y a eu des tensions, des négociations qu'on appelle. Et finalement, c'est le terme développement durable, le mot développement durable qui est sorti, mot qui avait été employé dans un rapport antérieur. Et je vais arriver à cette idée-là que l'environnement ou les luttes pour l'environnement ou les mouvements environnementaux qui se sont très rapidement institutionnalisés tant au Québec, au Canada que dans d'autres pays occidentaux par des ministères de l'environnement, des politiques sur l'environnement, ont pris la décision de ne pas remettre en cause la façon de faire le développement. Donc là, je voulais mettre la table, puis je pense que la notion de développement, quand on parle, on va en parler, je vais vous en parler, promis, la transition socio-écologique, mais quand on parle de transition socio-écologique, quand on parle de changements environnementaux idéaux, bien, on doit remettre aussi, on doit questionner aussi notre mode de développement. Je pense qu'on le sait ici. On est beaucoup ce soir, mais on n'est pas tant que ça. Et repenser notre mode de développement, je pense que c'est la première clé là, que je vais mettre sur la table, puis je vais y revenir plus tard. Ah, on aura le temps de rejaser de ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je suis professeure en sciences d'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, donc ici à l'UQAR. Puis, je m'intéresse plus particulièrement à l'éducation au changement climatique, ou plutôt l'éducation en contexte de changement climatique pour le développement du pouvoir agir. Donc, il y a différentes façons de faire de l'éducation au changement climatique. On pourrait avoir d'autres objectifs. Moi, mon objectif, c'est ultimement de faire en sorte que les jeunes dans nos écoles, bien, on puisse développer leur pouvoir d'action. Donc, j'ai mis les logos d'usage, là. C'était simplement pour vous dire que quand on travaille dans le domaine de l'éducation, bien, on peut s'intéresser à l'éducation formelle, donc ce qui se passe dans les écoles, mais on peut s'intéresser aussi à ce qui se passe dans le milieu non formel, entre autres avec le G3E, qui est le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, mais aussi avec la Fondation Monique Fitzbach aussi qui agit dans les écoles. Ici, on a le CIB, justement, dont on a parlé tout à l'heure, mais on a tout plein d'autres types d'organismes non formels qui s'intéressent à ça. Puis sinon, bien, dans le milieu formel, bien, on s'intéresse à comment ça se passe dans les écoles, quelles sont les pratiques éducatives, quels sont les matériaux pédagogiques qui sont utilisés, puis quels sont les objectifs qui sont poursuivis par les enseignants qui pratiquent de l'éducation à l'environnement.
l'éducation, maintenant, c'est bien documenté, c'est une voie qui est incontournable pour faire face à la crise climatique. Et c'est en ce sens-là qu'on doit absolument s'intéresser à ce type d'éducation-là. Puis c'est pas toutes les formes d'éducation qui se valent. Puis la prochaine diapo, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, malgré qu'on sache que ce soit un incontournable pour faire face à la crise climatique, on se rend compte qu'on est confronté à de nombreux défis. Il y a des défis qui sont de l'ordre de comment les jeunes se sentent actuellement, de l'ordre de la complexité de la problématique, mais qui sont aussi de l'ordre des ressources et de la reconnaissance de nos enseignants et nos enseignantes dans les écoles, qui sont en surcharge de travail, qui manquent de ressources adéquates. Donc, ces défis-là aussi sont à prendre en considération. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on se fixe présentement. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain qu'on ne fait pas une éducation comme il se doit présentement dans nos écoles. Donc, on sait qu'à l'école, on gagne à aborder différemment la problématique, que ce soit des changements climatiques, que ce soit de la perte de la biodiversité. Il faut faire les choses autrement. Donc, maintenant, pour parler de l'idée de transition, en fait, on passe d'une idée d'une éducation qu'on voyait plutôt transmissive. Puis c'est actuellement ce qu'on voit aussi encore beaucoup dans les écoles. Par transmissif, on va dire c'est une forme d'alphabétisation scientifique où finalement on se base sur l'enseignement de faits qui sont prédéterminés, qui sont les mêmes à peu près partout, qui sont très, très standardisés. Puis, on n'a pas actuellement encore de recherche qui nous prouve que plus on en sait, plus on va s'engager. Au contraire, souvent, on va développer le fatalisme, on va développer le cynisme parce que les faits que l'on présente à nos jeunes, ils sont très fatalistes aussi. Je ne dis pas que les faits ne sont pas importants, ils sont fondamentaux. Mais si on ne base notre éducation que sur ça, on échoue. Donc, on va faire une transition de cette forme d'alphabétisation scientifique vers une éducation qu'on va dire plus transformatrice. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, dans le fond, on veut développer l'éco-citoyenneté de nos jeunes. On veut que ce soit une éco-citoyenneté qui soit informée, sociocritique, créative, bienveillante. Donc, on ne considérera pas que les savoirs scientifiques. On va considérer aussi les savoirs experts citoyens, les savoirs autochtones, les autres formes de savoir, l'interdisciplinarité. On va considérer aussi les aspects affectifs qui vont être centraux. Il y a une autre transition qu'on veut faire aussi pour avoir un enseignement plus efficace puis plus en lien avec les problématiques environnementales qu'on vit, c'est qu'on va passer d'une visée sociale dite de changement de comportement, où les comportements, la plupart du temps dans nos écoles, ils sont annoncés et valorisés par des adultes. Adultes qui, bien souvent, ne posent pas eux-mêmes ces gestes-là. Donc, imaginez comment nos jeunes se sentent lorsqu'ils se font dire qu'ils doivent développer ce type de comportement-là. Ils sont tout à fait conscients que ce n'est pas en changeant nos comportements individuels qu'on va arriver à faire face à la crise climatique. Donc, cette visée-là de changement de comportement qui est très, très présente, elle est énormément critiquée de la part de nos jeunes dans les écoles. Donc, on va viser davantage une autre forme de visée, qu'on va dire plus participative, donc d'action citoyenne, de participation au débat public, de recherche de solutions. Des jeunes que je rencontre dans les écoles me disent « On en a marre d'entendre parler des problèmes. On en entend parler énormément, beaucoup plus que nous lorsqu'on était dans les écoles. Maintenant, on veut entendre parler de solutions et on ne veut pas juste en entendre parler, on veut faire ces solutions-là. » Donc, on veut chercher à faire une éducation qui va être proche de la communauté, proche de la collectivité, puis qui va faire en sorte que nos jeunes vont pouvoir sortir des quatre murs de l'école et être dans l'action. Lorsque des organismes non formels le font, par exemple avec le G3E, lorsqu'on sort les jeunes puis on les met les deux pieds dans la rivière, bien, si vous saviez à quel point ces jeunes-là trouvent ça significatif. Donc, il faut chercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos jeunes dans les écoles qui ne demandent qu'à être en action de manière solidaire avec les adultes qu'ils côtoient quotidiennement. Un autre aspect aussi qui devient fondamental quand on parle de transition en éducation, c'est les dimensions affectives.
qui sont les grandes oubliées dans nos écoles. On parle beaucoup de savoir, on parle beaucoup de connaissances et les jeunes ne se font pas poser la question de comment ils se sentent. Et je vais vous le dire, ils ne se sentent pas bien. Alors, il est vraiment temps, puis on a énormément d'enseignants aussi qui ne se sentent pas bien. Donc, on doit réinstaurer des capacités pour que nos enseignants puissent avoir l'espace, puissent avoir la reconnaissance pour pouvoir placer ces dimensions affectives-là comme étant centrales dans l'éducation. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis intéressée dans le cadre de mes travaux au concept de sentiment de pouvoir agir. Puis, à mon avis, il constitue un aspect essentiel de cette transition-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on va développer le sentiment de pouvoir agir de nos collectivités, de nos jeunes, mais aussi des adultes. Alors, voilà. Merci. Merci. Je vais me présenter pendant que tu lances le PowerPoint. Donc moi, c'est Steve Jeancou, je suis chercheur et chargé de projet au laboratoire d'innovation ouverte qui est au Cégep de Rivière-du-Loup. Puis je viens vous présenter Fab Région Bas-Saint-Laurent. On est parti de la situation mondiale avec Martin. Moi, je vous ramène sur le plancher des vaches dans notre bonne région. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà vu cette présentation? Vous levez la main. OK. Pas tant que ça. Cool. Ben, il y a des nouveautés dedans, normalement. Fait que... Puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, bienvenue dans ma 127e peut-être présentation de Fab Région Bas-Saint-Laurent. C'est ça, ça a démarré il y a 3 ans, puis c'est un collectif qui s'est donné une vision qui consiste à faire en sorte que Fab Région favorise l'autonomie régionale et se fixe comme objectif qu'en 2054, on ait au moins 50% de nos consommations qui soient, dans nos besoins fondamentaux qui soient assurés par des productions locales durables. Donc en gros, c'est un projet pour augmenter notre autonomie régionale de façon durable. Quand on parle de notre autonomie, on imagine bien qu'on ne peut pas faire l'autonomie dans tous les secteurs à la fois. Fait qu'on s'est dit, concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire nos besoins essentiels. On ne veut pas nécessairement être autonome dans des besoins superflus, voire inutiles. Donc on se concentre sur 4 besoins essentiels, primaires: se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer. Donc c'est ça les cibles qu'on se donne de manière prioritaire pour 2054. Derrière ce grand objectif général, puis derrière cette notion d'autonomie qui est un peu floue, sur laquelle on reviendra après, on a des grands principes directeurs qu'on s'est donnés collectivement. Mettre le respect de l'environnement au cœur de toutes nos décisions. Faire l'autonomie, c'est bien beau, mais si c'est une autonomie qui n'est pas durable, qui doit être basée sur le pétrole, l'exploitation de ressources de manière non durable, on ne va nulle part. Favoriser l'égalité, la diversité et l'inclusion. Là encore, l'autonomie, c'est bien beau, mais si c'est pour produire des choses que personne ne peut acheter ou qu'une toute petite partie de la population peut s'acheter, on est complètement en dehors de la cible. Se réapproprier l'économie pour la mettre au service des communautés, ce qui implique de fait qu'on considère qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas tant au service des communautés, ce qui devrait être le cas, puisque ce devrait être une évidence. Valoriser la culture de collaboration et de concertation au Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'on fait partie des régions qui est reconnue par le fait qu'on a quand même une bonne collaboration, une bonne concertation. On veut vraiment miser là-dessus, puis on veut vraiment faire en sorte que ce soit un projet collectif d'abord et avant tout. Partager des idées et des informations à l'échelle internationale. Ça, c'est notamment parce que Fab Région est inscrit dans un réseau international qui s'appelle Fab City, qui réunit des villes, des territoires. Il y en a maintenant qui commencent à essayer de penser ça à l'échelle de pays. Et donc, on fait partie de ce réseau, donc on est là aussi pour échanger avec eux. Puis, on va y revenir aussi dans notre définition de l'autonomie. Il y a cette idée que, oui, on veut faire l'autonomie au Bas-Saint-Laurent, mais l'idée, c'est pas qu'on se renferme sur nous-mêmes puis qu'on pense ça dans nos petites limites. L'idée, c'est bien qu'on pense l'autonomie en lien avec les autres territoires et dans une posture de solidarité internationale. C'est en dernier, mais c'est pas hiérarchisé comme par ordre d'importance, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est le dernier, le point le plus important. C'est améliorer la capacité de résilience des communautés territoriales. À mon avis, c'est ça la finalité ultime de vouloir augmenter notre autonomie, c'est d'être plus résilient face aux crises économiques, sanitaires, écologiques, environnementales de tous bords. Puis c'est surtout reprendre un peu de contrôle sur notre destin. À mon avis, l'autonomie, ça sert d'abord et avant tout à ça. Donc voilà les grandes idées. Donc je vous disais, autonomie, c'est bien beau. Puis quand on a commencé, il y a plusieurs personnes dans la salle qui étaient là au tout début des discussions, dont Martin notamment. On s'est dit, autonomie, ok, cool, c'est chouette.
tout le monde adhère plus ou moins facilement à l'idée de l'autonomie. Mais quand on a commencé à se poser la question de se dire qu'est-ce que ça veut dire en fait être autonome, on s'est rendu compte que c'était une idée qui est pas mal plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Fait qu'on a essayé de faire le tour un peu en disant qu'est-ce qu'on met derrière ça. Puis on arrive aujourd'hui à plus ou moins 6 grandes dimensions autour de l'autonomie qui visent d'abord à insister que l'autonomie, c'est pas juste augmenter nos productions. C'est souvent la première idée qui nous vient. On augmente ce qu'on produit localement, puis du coup, on devient plus autonome. Ouais, mais en fait, c'est bien plus de choses que ça. Comme je le disais, autonomie, c'est l'accessibilité pour tous, c'est-à-dire une autonomie qui doit être pour tout le monde. L'autonomie, ça implique, comme je vous l'ai déjà mentionné aussi, l'idée de la solidarité internationale. On veut relocaliser notre économie ici, mais si on le fait aux dépens du fait que on a exporté les capacités de production dans des pays du Sud, puis qu'aujourd'hui on dit on fait s'effondrer vos économies parce qu'en fait on veut tout rapatrier ici, c'est quand même pas super équitable. Donc il y a cette idée de se dire il faut qu'on fasse notre autonomie, mais qu'on la fasse avec les autres pays, les autres économies qui sont dépendantes aujourd'hui de nos modes de consommation. La sobriété économique. Comme je vous disais, l'autonomie, c'est pas simplement augmenter notre niveau de production, c'est aussi baisser nos consommations ou faire en sorte en tout cas que les deux puissent s'arrimer, qu'on ait des consommations qui soient adaptées à ce qu'on est capable de produire chez nous, ce qui implique une sobriété économique. L'autonomie, c'est des produits sains et durables. Évidemment, l'autonomie, c'est pas à tout prix, comme je le disais tout à l'heure. Si l'autonomie, ça impliquerait d'aller chercher des nouveaux gisements de pétrole au Bas-Saint-Laurent pour pouvoir être autonome en pétrole, je ne serai plus dans ce projet-là. Fait qu'on n'est pas dans ce genre d'idée-là, on est bien dans l'idée de produire de manière saine et durable. Puis les deux derniers qui nous ramènent dans le côté plus politique et des questions de gouvernance. Éducation et incapacitation, on vient d'en parler juste avant, l'éducation c'est essentiel, dans l'idée que l'autonomie c'est un projet collectif. Il va falloir que tout le monde y contribue d'une certaine manière. Pour que tout le monde y contribue de manière éclairée, il faut que les gens aient conscience de c'est quoi les enjeux de l'autonomie, c'est quoi la réalité du Bas-Saint-Laurent aujourd'hui, c'est quoi la réalité internationale. Bref, ce que vous faites ici aujourd'hui rentre complètement dans cette idée-là que tout le monde doit être capable de participer de manière éclairée au projet. Puis la dernière, c'est la question du pouvoir territorial qui nous renvoie à une autre définition, une autre vision de l'autonomie beaucoup plus politique. On ne va pas nécessairement là, mais il y a quand même cette idée de se dire que si on veut penser et faire l'autonomie à l'échelle régionale, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Puis aujourd'hui, il y a trop peu de pouvoir au niveau des villes, au niveau des MRC, au niveau des régions pour qu'on puisse réellement prétendre changer la donne puis changer les dynamiques de la mondialisation. Donc, ramener du pouvoir à l'échelle locale, ça fait aussi partie de notre conception de l'autonomie. Donc, je vous ai dit, Fabrégion, c'est un projet collectif. Donc, dès le début, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un grand comité de pilotage dans lequel on a réuni des élus du territoire, des citoyens et des citoyennes, des organismes de la recherche et du développement, puis des experts dans différents secteurs. Puis ça forme un groupe de 16 personnes qui co-gèrent ce projet-là depuis le début, puis qui évolue tranquillement. Puis, je précise quand même que notre vocation, aujourd'hui, la vocation du comité de pilotage, en tout cas, c'est pas de porter des projets. On n'est pas là pour agir sur le terrain au quotidien. Il y a déjà plein de monde qui font ça. Le but de Fabrégion, c'est plutôt d'essayer de donner des orientations, de donner des élans, d'essayer de favoriser le travail sur le terrain, mais pas d'être dans l'action concrète au quotidien. Pour vous donner une idée rapidement, puis probablement qu'on y reviendra dans la discussion, de comment on a abordé ça dans les grandes lignes. On s'est beaucoup inspiré des théories sur la transition, puis on s'est beaucoup inspiré de projets qui se font au Québec, notamment avec les chemins de transition, puis les collectivités zen. L'idée, c'est de se dire, on fait une arène de transition qui est plus ou moins le comité de pilotage dont je vous parlais tout à l'heure, un collectif d'acteurs diversifiés qui va prendre en charge le projet de transition vers l'autonomie. On fait le portrait actuel, c'est-à-dire on veut savoir d'où est-ce qu'on part, c'est quoi notre niveau d'autonomie aujourd'hui, on est-tu à 10%, on est-tu à 20%, on est-tu déjà à 50%. Spoiler, on n'est pas à 50%, sinon le projet serait déjà fait. Puis, on veut construire une vision d'un futur désirable, souhaitable en 2054. Où est-ce qu'on veut être rendu? Il y en a peut-être parmi vous qui ont participé. Il y a un an, on a fait une tournée des territoires dans laquelle on a réuni plein de citoyens, de citoyennes, d'élus pour essayer de penser justement où est-ce qu'on veut être en 2054, puis dans un futur qui est désirable. Puis entre les deux, entre notre portrait, notre situation actuelle, puis notre futur désirable, il y a ce qu'on appelle les trajectoires, c'est-à-dire c'est quoi les étapes qu'il va falloir franchir pour atteindre ce futur en 2054. À partir de là, on transforme ça dans un agenda d'action, puis on expérimente un peu partout, puis on met à l'échelle progressivement. Ça paraît hyper simple comme ça.
ça l'est pas tant. Vous vous en doutez bien. Mais quand même, on avance là-dessus. Puis pour l'instant, il y a quand même vraiment une belle dynamique. Fait que, voilà. Ben, merci. Donc, pour cette deuxième partie, on a eu des présentations là, sous différents angles. Et pour la deuxième partie, on a des questions autour de 4 grands axes. La problématique, les conséquences systémiques des changements climatiques, le quoi et le comment de la transition socio-écologique et finalement, dernier thème aussi sur les résultats et les perspectives d'action, là, parce qu'on aime ça aussi un peu parler d'action. Donc, voilà. Donc, on va disposer d'une quinzaine de minutes par thème. Fait que je vais vous lancer ça, puis vous attraperez au bon ce qui vous inspire, vous parle. Donc, je vais commencer, petite mise en contexte là, rapide là, que vous avez vu d'ailleurs. Donc, le premier thème sur la question du langage. Bon, en France, on a un ministère de la transition écologique. Au Québec, on a le terme de transition. On retrouve ça beaucoup dans les initiatives communautaires, hein, chemin de transition, Demain le Québec, Québec Zen, les villes en transition, bon, Fab Région, Bas-Saint-Laurent, Grand dialogue pour la transition, collectif des partenaires en développement des communautés, etc., etc. Le gouvernement du Québec, quant à lui, parle plutôt d'économie verte, ou d'hydrogène vert des fois aussi même, de développement durable, et le palier fédéral va parler beaucoup de la transition énergétique. Enfin, certains groupes vont parler de transition vers la décroissance. Donc, la question un peu pour lancer ça, c'est comment la transition écologique, puis socio-écologique, est progressivement venue dominer ce champ-là de l'environnement. Comment on en est arrivé là? Est-ce que environnement et croissance peuvent aller de pair? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça au niveau du langage? Nathalie, tu sembles... Oui, si je peux me permettre, je vais faire ma prof. Ben, c'est ça que je disais tout à l'heure. Les mots sont importants. Puis, on est passé, là, à une époque, on ne parlait même pas d'environnement, on parlait de pollution. Là, tout à coup, la pollution, c'est l'environnement qui est arrivé. Après ça, de l'environnement, on a parlé du développement durable. On a parlé pendant une petite fenêtre de modernisation écologique. Après ça, est arrivée la décroissance. On va y revenir, c'était en parallèle. Puis là, on a chassé le développement durable. C'est même plus tendance de parler de développement durable, mais on parle de transition. Au final, quand on gratte en dessous de ça, on peut avoir l'impression qu'on est toujours dans la même histoire avec des mots puis des vêtements différents. C'est là que ça devient important de se dire de quoi on parle. Est-ce que appeler son ministère, le ministère de la transition écologique, comme c'était le cas en France dernièrement, est-ce qu'ils sont plus écologiques si on regarde ce qui s'est passé dernièrement ou ce qui se passe? L'écologie va de pair, on l'a entendu tout à l'heure, avec la démocratie, avec le respect des écosystèmes, du vivant humain et non humain. Donc, est-ce que les mots sont liés à ce qu'on veut mettre en arrière les mots? Puis est-ce qu'on veut vraiment mettre ce que nous, on veut entendre derrière les mots? Donc, je vous relance la balle. Martin, tu voulais... Ben moi, je voudrais superposer des mots à tout ça qui sont ce que j'appelle des mots obus, des mots qu'on ne veut pas utiliser. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans l'enjeu au niveau des hydrocarbures, il y a la notion de l'habitabilité de la Terre. Est-ce qu'on va pouvoir perdurer et sur combien de générations? Souvent, on va nous dire « sauvons la Terre », mais est-ce que c'est la Terre qu'on doit sauver ou c'est l'habitabilité de la Terre pour l'humain? Fait que dans la notion du prendre soin, je trouve que l'arrivée des termes transition socio-écologique, empreinte de justice sociale, j'ai tapé, puis vous ferez l'exercice là, sur vos cellulaires là, ou vos ordinateurs, des mots comme transition énergétique, puis cliquez sur Google Actualité, faites-le avec transition socio-écologique. On en perd très vite notre latin. Fait que des fois, on peut se dire que ça peut devenir des mots fourre-tout si on s'en donne pas des définitions et des paramètres clairs
exemplaires dans les entités dans lesquelles on veut les utiliser. Un autre mot au but pour nourrir la réflexion que je vous proposerais, c'est le terme écocide. Le terme écocide, moi, m'a beaucoup intéressé par l'avocat Polly Higgins au Royaume-Uni, qui a tenté avec un autre groupement d'avocats de faire reconnaître auprès de l'ONU le crime d'écocide au même titre que les autres crimes de guerre. Donc, contaminer volontairement l'eau de son ennemi entre dans un crime de guerre. Donc, la notion que si on détruit l'habitabilité volontairement de la Terre, on peut entrer dans des notions de crime contre l'humanité. Donc, la notion des générations futures. Puis, j'ai aimé Émilie tantôt, je vais pouvoir lancer la balle peut-être de cette façon-là. J'ai aimé Émilie quand elle disait sur la notion du fatalisme. Moi, je le vois, là, la notion qu'on peut se plier en boule quand on va utiliser le portrait qui peut être réel. J'aime bien dire qu'il faut être volontairement optimiste dans tout ça, mais il ne faut pas que l'espoir soit une maladie. Donc, si on repose toute la sémantique sur les lois de la physique, il faut aussi reconnaître qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ces 10 minutes-là, introduit de cette manière-là. Fait qu'il faut, oui, passer par les imaginaires, mais il faut s'assurer qu'ils ne soient pas faussés. C'est à relais. C'est correct. Je ne suis pas sûre que je vais répondre à ton questionnement, là, mais oui, effectivement, qu'il y a un fatalisme ou une éco-anxiété qui serait complètement saine, qui est tout à fait normale. La problématique vient lorsque celle-ci nous empêche d'agir, lorsque celle-ci nous paralyse, lorsqu'elle nous empêche de dormir, de manger. Et c'est malheureusement ce qu'on voit chez certains de nos jeunes. Donc, c'est là où je considère que c'est davantage une problématique. Pour répondre à la question, une des questions, c'est certain que l'idée de décroissance, à mon avis, elle est essentielle, elle est fondamentale. Maintenant, pour ce qui est du langage, du vocabulaire, moi, ce que je m'aperçois au fil des années, c'est que peu importe le vocabulaire qui est utilisé dans la recherche, il ne faut pas présumer que même si ce sont des chercheurs, qu'ils comprennent bien et qu'ils soutiennent bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils nomment. Par exemple, on va avoir des recherches en éducation relative à l'environnement, mais lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a certaines formes d'idées qui sont davantage liées au développement durable, ou au contraire, lorsqu'on regarde dans les études en éducation au développement durable, on se rend compte qu'il y a autre chose qui est davantage liée à l'éducation relative à l'environnement, ce qui fait que moi, j'ai pris l'habitude d'aller au-delà, justement, de ces termes-là, puis de voir quel sens on accorde, quelles sont les idées, qu'est-ce qui est fondamental. Puis je pense qu'on le doit beaucoup à nos jeunes qui se disent, on doit travailler de manière solidaire, puis on doit travailler en mode solution. Si mon objectif, au final, moi, par exemple, c'est de développer le pouvoir agir de mes jeunes, s'il y a des outils, par exemple, que l'UNESCO développe, qui sont les objectifs d'apprentissage et que je dois absolument adapter en fonction de notre contexte local, que je dois absolument adapter parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour l'affectif. Mais au bout du compte, il y a un travail qui a été fait là qui, moi, à mon sens, est fondamental puis qui est aussi intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il faut aller aussi au-delà des mots puis observer plutôt les idées qu'ont les gens, puis travailler de manière solidaire avec eux, puis se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui est dit, puis qu'est-ce qui est très critiquable dans ce qui est dit, puis qu'est-ce qu'on doit prendre ou ne pas prendre pour atteindre notre objectif commun. Ouais, je rebondis là-dessus. J'aime ça, l'idée de ne pas trop s'accrocher aux mots aussi, puis des fois, les mettre de côté. Quand on a commencé, je vous ai dit, dans Fabrégent, on a un comité de pilotage avec 16 personnes, puis il y a des gens qui sont très du côté de la décroissance, puis d'autres très du côté d'un développement durable mou. Quand on a commencé à parler de transition, j'ai réussi à fâcher tout le monde. Il y avait la moitié des gens qui disaient « Mais non, en transition, ça va pas assez loin, c'est pas assez radical, il faut aller plus vite. » Puis l'autre moitié des gens qui disaient « Mais non, en transition, c'est beaucoup trop radical, ça va faire peur à tout le monde. » OK. Fait que là, on s'est dit justement, OK, abandonnons le terme de transition qui cristallise plein de choses positives ou négatives, puis commençons à parler du fond. Puis une fois qu'on a mis le terme de transition de côté, on a commencé à parler de ce qu'on voulait faire concrètement. Puis 9 mois plus tard, on s'est rendu compte qu'on parlait concrètement de transition, mais sans la nommer. Et en fait, on a réussi à ramener le terme, aussi en allant utiliser quand même les travaux scientifiques, en allant s'appuyer sur le fait qu'il y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus depuis des années, notamment en Europe du Nord, depuis les années 80, fin des années 90, début des années 2000.
puis qu'on a pu s'appuyer sur de la science pour dire, vous voyez ce qu'on raconte, il y a des chercheurs qui disent ça aussi, fait que c'est légitime d'utiliser le terme transition pour ça, mais pas l'utiliser à tort et à travers, puis n'importe comment non plus, quoi. Mais des fois, se détacher un peu des mots, ça fait moins peur. Je pense que décroissance, c'est exactement pareil. On est capable de parler de sobriété, de réduire nos consommations. Tant qu'on n'utilise pas le mot décroissance, c'est bon. Si on associe ça au mot décroissance, ça va faire comme réticence. Disons qu'on prend le mot transition pour l'instant, là. En passage d'un état, l'état de maintenant, à un autre état. Un autre état, quel autre état? Donc, il faut se poser la question. Je reviens toujours sur mes questionnements. Quel autre état? On décide où on veut aller, tout le monde ensemble, puis comment on peut y aller, tout le monde ensemble. Puis tout le monde ensemble, c'est qui? Est-ce que c'est nous, ici, ou c'est nous, à Rimouski, ou c'est qui ce nous-là? Puis est-ce que c'est nous, citoyens, ou c'est nous, tous les acteurs sociaux? Donc, cette transition-là, là, je pense qu'elle est super importante, puis elle doit être nommée, puis on doit prendre le temps de réfléchir sur où on veut aller ensemble. Puis ça, je pense qu'on ne prend pas souvent le temps de réfléchir à ça. Je reviendrai aussi sur ce paradigme de développement dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir, moi, personnellement, je pense que où on veut aller ensemble, quel que soit le mot qu'on utilise pour aller à un ensemble différent, bien, il faut réfléchir sur comment on fait maintenant. Comment on le fait, ce paradigme de développement-là? Puis est-ce qu'il est compatible avec un chemin différent ou finalement le chemin qu'on va emprunter pour aller à quelque part, ça va être quand même le même chemin tracé, hein, le sentier de dépendance qu'on va parler dans certains livres plus savants. Donc, ce sentier de dépendance-là qui fait que notre système actuel, notre système politique, notre système économique, notre système social nous ramène toujours dans notre sentier. Donc, est-ce qu'on doit changer ce paradigme de développement-là? Bien, on peut se poser la question. Moi, je me la pose, puis je la réponds. Mais la réponse de Nathalie Lewis n'a rien de... Tout seul, ça ne sert à rien. Donc, c'est une question qu'il faut se poser, puis il faut réfléchir ensemble, puis jusqu'où on fait ce changement-là, puis jusqu'où on veut aller. Là-dedans, il y a plein de politiques. Donc, la politique puis le politique, je vais y revenir tout à l'heure, mais je pense que c'est important. Absolument. Étant prof de sciences politiques, je ne peux qu'abonder en ce sens. Pourquoi ça fait peur, le mot décroissance? Pourquoi on considère ça comme un mot tabou, alors que, bon... la croissance, ça fait partie de notre paradigme, si je reprends un peu les mots de Nathalie. Pourquoi la décroissance ferait si peur? Ben, c'est clair que pour moi, le terme de la décroissance, c'est un mot qu'on ne peut pas substituer facilement. Ça a le mérite de dire ce que ça a à dire. Je me souviens d'une publicité d'un certain fast-food il y a plusieurs années qui disait « Venez goûter à notre cuisine régionale ». Mais qu'il n'y avait rien de régional. Fait que pour moi, la notion de la décroissance, c'est un mot que je ne vois pas être récupérable. Il a le mérite de dire ce qu'il a à dire. Et dans le sens que le côté mot obus auquel il peut faire peur, je le vois, là, le plus proche là, qu'on semble sentir ces derniers, je dirais depuis un an, là, c'est le mot sobriété. Vous regarderez les rapports du GIEC, on commence à utiliser le terme sobriété, qui pour moi semble être le genre de palliatif là, qu'on commence à utiliser pour tenter de contourner le terme décroissance. Souvent, on va confondre aussi la notion de décroissance avec le fait de perdre ses standards de vie. On a tout le temps vu la notion qu'on se développe humainement, tout le temps en augmentant. Et la notion de décroître, dans les gens, quand je leur pose la question autour de moi, il y a une perception de « je vais perdre mon mode de vie ». Un peu comme quand je me battais au début dans le dossier des hydrocarbures, on disait « tu veux-tu retourner au fanal puis à la crotte de cheval ». Fait qu'il y a quelque chose dans les imaginaires au niveau de la décroissance qui peut faire peur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire autour de ce mot-là. Il faut le rendre plus, je dirais, dans la place publique, dans la notion d'éducation populaire. En soi, pour moi, une soirée comme ce soir, c'est des moments qui sont vraiment importants. Quand Annie, tantôt, a dit qu'on est dans une chambre d'écho, quand Steve mentionne qu'on a eu des débats assez collégiales entre nous, parce qu'au départ, on utilisait avec Fabre Région le terme
transition socio-écologique, puis on a fini à en venir au terme d'autonomie qui a fait un certain consensus, malgré que moi je disais je renouvelle mon 3 ans pour le Fab-Région parce que je veux continuer à pousser la décroissance. Fait que il y a ça qui est intéressant. Mais au-delà des sémantiques, c'est certain qu'on a des enjeux majeurs qui sont plus qu'à nos portes. Puis je pense qu'on n'a peut-être pas le luxe à un moment donné de s'enfarger longtemps à ne pas adresser les vrais problèmes. Mais on va y arriver, c'est le prochain thème. Est-ce que je peux... Bien, justement, on revient avec le gros mot là, de tout à l'heure, mon gros paradigme de développement. En économie, le développement, il est lié à la croissance. Puis, dans un modèle économique libéral dans lequel, puis je vais être gentille, dans lequel on est, bien, s'il n'y a pas de croissance, l'État stationnaire, donc on ne parle pas de la décroissance, l'État stationnaire fait exploser le système économique. Donc, je vais vite là, avec les mots. Donc, quand on parle de décroissance, on agite le gros méchant loup pour nous faire peur un peu, parce que finalement, il va falloir se mettre à réfléchir économiquement comment on va le faire fonctionner, ce système économique-là. Donc, il faut réfléchir. Décroissance va avec la notion de croissance, puis est-ce que notre système économique dans lequel on est, notre mode de développement, est-ce qu'il est compatible avec une décroissance? Probablement, mais si on agite le chiffon qui fait peur, c'est probablement parce qu'on ne veut pas le changer, ce paradigme-là. Je pense que moi, j'aime la notion de besoin essentiel par rapport à ça. Parce qu'effectivement, quand on entend que la décroissance fait peur, on entend beaucoup le fait de dire « Oui, mais on ne peut pas aller demander à une mère monoparentale qui vit en dessous du seuil de pauvreté d'être dans la décroissance. » Ben non, on ne veut clairement pas demander ça. Mais ça masque le fait de dire « Et si on se posait la question d'utiliser nos ressources pour répondre aux besoins essentiels de tout le monde ?» S'assurer que tout le monde peut répondre aux besoins essentiels. À partir de là, on pourrait voir qu'est-ce qui nous reste comme ressources disponibles pour aller plus loin, pour satisfaire des besoins un peu plus loin. En faisant ça, moi, je trouve qu'on a une porte d'entrée pour discuter de la décroissance sans devoir à jeter nécessairement le mot au but qui vont faire qu'il y a des gens qui vont quitter la table, même si ça a un intérêt des fois. Tu sais, là encore, se défaire du mot pour aller aborder le fond du concept, qui pour moi, les besoins essentiels, c'est comme une bonne porte pour faire ça. La question des conséquences systémiques, parce que là, on parle de décroissance, tu as mentionné d'autres mots aussi dans ta présentation qui impliquent des changements plus ou moins radicaux de la société telle qu'on la connaît, notre mode de vie. Selon vous, à quoi on s'attend? Quelles vont être les conséquences? Mais est-ce que c'est strictement négatif? Est-ce qu'il va y avoir des choses positives aussi? Comment vous voyez soyons... je ne sais plus qui parlait d'optimisme raisonnable, volontaire quand même. À quoi doit-on s'attendre? Dans le domaine de l'éducation à l'environnement, de plus en plus, on entend parler d'une éducation même à la fin de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui existe présentement, c'est quelque chose qui fait partie, finalement, des réflexions de certains chercheurs. C'est pas généralisable, c'est pas tous les chercheurs là, qui vont aller vers ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Peut-être parce que je croise beaucoup de jeunes enfants dans les classes au primaire, au secondaire. J'ai beaucoup de difficultés à me faire à l'idée que je vais devoir passer à une éducation pour la fin de l'humanité. Ça me trouble vraiment. Ceci étant dit, on réfléchit quand même à l'école à la façon d'aborder ces problématiques-là qui sont quand même tout à fait graves. On parlait d'effondrement, puis on a des rencontres de chercheurs, justement, où on discute autour de littérature jeunesse. Là, j'ai apporté quelques titres, si toutefois ça vous intéresse de voir tout à l'heure, mais un, entre autres, plus récent, là, Le plus petit sauveur du monde, qui nous a particulièrement troublés parce qu'il pourrait être utilisé dans les classes, puis il traduit quand même une idée qui est très, très sombre. Donc, on se dit qu'elle est là, elle est présente, mais on n'a pas le choix de guider nos enseignants et nos enseignantes qui vont l'utiliser pour faire en sorte que nos jeunes, ultimement, bien, on arrive à développer leur pouvoir d'action quand même lors de la lecture de ces types de livres-là. On voit aussi de plus en plus apparaître des dystopies
Hein, donc, des histoires un peu apocalyptiques. Puis, au départ, on était très réticents. On se disait, ben non, on ne peut pas aller vers là parce qu'on sait que les dimensions, puis ce qui encourage le développement d'un sentiment de pouvoir agir, ça va être davantage l'espoir, la solidarité, donc des émotions qui sont généralement plus positives. Mais dans un autre sens, on voit que les jeunes, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, il y a une espèce d'intérêt face à ces dystopies-là. Donc, on est encore à y réfléchir, à savoir, OK, bien, c'est présent, on n'a pas le choix de les aborder, mais il faut le faire de manière judicieuse. Il faut le faire de manière réfléchie. Puis, il est là notre grand problème en éducation, c'est qu'actuellement, on ne peut même pas former adéquatement nos enseignants et nos enseignantes sur ces questions-là. Donc, ils s'en vont enseigner, puis parfois, ils n'ont même pas entendu parler d'éducation à l'environnement dans nos facultés. Donc, c'est excessivement problématique parce qu'ils pourraient partir avec des ouvrages comme ceux-là puis faire beaucoup plus de tort que de bien. Donc, c'est pour ça que, pour moi, de militer pour une éducation à la fin de l'humanité, je suis toujours très, très réticente. Je me dis qu'on n'est pas prêt à ça. Il faut aller davantage vers d'autres types de littérature ou d'autres types d'approches avant qui pourraient aussi nous être utiles. C'est sûr que pour la suite du monde, j'aime bien Pierre Perrault par rapport au fleuve Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'on a envie de préserver? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme temps, comme énergie, comme être humain pour préserver cette beauté du monde-là? Des notions du bien commun. Moi, avant de venir ici ce soir, j'ai marché le long du fleuve. Chaque ville au Québec, à travers les 15 dernières années où j'ai donné des conférences, j'ai toujours eu besoin d'aller me connecter avec une portion de nature, du territoire, le pourquoi je veux préserver ce territoire-là. Fait que moi, je pense qu'au-delà des notions de positivisme, il y a la notion de se connecter à qu'est-ce qui fait du sens pour nous. C'est important aussi, je dirais, de se dire la vérité. Il y a la notion, quand vous regardez les étapes du deuil, les 7 étapes du deuil, je ne les connais pas dans l'ordre et elles ne se vivent pas dans l'ordre non plus, mais la notion du déni. Je pense que psychologiquement, on a besoin d'être dans le déni, puis de poursuivre dans ce qu'on appelle le temps qu'on pourra. Tant qu'on pourra, il y a un soubresaut, je vais continuer à le faire. Je vais le faire peut-être en cachette, je vais le faire de manière... On le voit là, avec l'aviation, là, le phénomène en Suède, le fly scam, de blâmer les gens de prendre l'avion, puis il y a ceux qui les prennent en cachette, qui paient sa compensation carbone et qui s'affichent dans les écologistes qui prennent l'avion, qui changent d'aller quand on se voit dans un fast-food. mais la notion de se dire la vérité et d'assumer qu'on est aussi la somme de nos incohérences. Et il faut assumer qu'on est dans un monde qui est bourré de déviance et qu'il faut assumer que ces incohérences-là, on doit vivre avec. Fait que la notion de s'alléger, moi, je pense qu'avec soi-même, commence par la notion de résistance, la notion de l'implication et d'accepter des deuils qui ne sont pas d'être dans le déni. Avant de venir, je regardais Jérôme Duprat, là, vous connaissez des cow-boys fringants. Je suis tombé par hasard là, sur quelques énoncés qu'il faisait. Et lui, il disait, on a déjà atteint quelques points de non-retour. Par exemple, les changements de direction des courants marins, les patrons d'incendie de forêt dans la ceinture boréale, la fonte des pergélisols. Cela veut dire que ces éléments ne reviendront pas à leur état précédent. Fait que la notion des deuils, c'est pas être négatif, c'est pas d'être fataliste, c'est d'accepter ces choses-là. Moi, j'ai un enfant, puis quand je suis né, je connaissais pas les bouteilles d'eau. Fait que j'ai vu apparaître les bouteilles d'eau dans les commerces et je voyais ma mère s'indigner de ça. Fait que si vous réfléchissez à ce qu'on pense à la dilution de la pureté, donc moi, je vous invite à réfléchir qu'est-ce que vous avez connu quand vous étiez jeune et qui ne fait plus partie de votre imaginaire ou de votre réalité. Et ça, il faut accepter ces deuils-là. Mais si on les accepte, ces deuils-là, il faut accepter qu'est-ce qu'on est prêt à lutter. Et je reviens à cette lutte-là. J'ai envie que vous luttiez ce soir. Merci. Oui. Pour rebondir là-dessus, moi, quand j'ai vu la question, j'ai eu envie d'aller retourner voir un super beau livre de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, Collapse, qui a fait un travail gigantesque d'aller retourner dans le passé, d'aller voir des sociétés qui se sont effondrées pour voir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui ont fait qu'ils n'ont pas réussi. Le premier constat qu'il fait, que je trouvais intéressant, c'est de dire c'est à peu près jamais un laisser-faire. La plupart des sociétés ont vu venir le problème et n'ont pas réussi à le résoudre. Donc en fait, je pense que le premier enseignement de Jared Diamond, c'est de comprendre qu'un effondrement, c'est une transition qui n'a pas réussi.
Puis il nous donne quelques éléments pour comprendre pourquoi ça n'a pas réussi, puis il nous donne quelques éléments pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper un effondrement. Je vous ai retenu quand même les dimensions sociales. Moi, c'est les éléments qui m'intéressent sont surtout sociales. Puis dans les raisons sociales des échecs de transition qui mènent à des effondrements, il parle du manque d'anticipation du problème, il parle de manque de compréhension du problème, il parle de l'incapacité d'agir liée à des conflits sociaux internes, puis il parle de l'échec dans les tentatives de résolution. Il me semble que l'anticipation du problème, ça fait des années qu'on l'a. Il me semble que le manque de compréhension du problème, on ne peut pas dire qu'on manque de travaux scientifiques qui nous expliquent ce qui se passe. Par contre, l'incapacité à agir, on commence à rentrer un peu plus dans le dur, et les échecs de tentatives de résolution, on verra ça d'ici quelques dizaines d'années, mettons. Mais on voit quand même qu'on a un peu tous les ingrédients qui sont réunis là. Par contre, il nous dit on peut apprendre justement de ce qui s'est passé dans les sociétés. Il a regardé ce qui s'est passé à l'île de Pâques, il a regardé ce qui s'est passé chez les Vikings qui sont installés au Groenland et qui n'ont pas réussi à survivre malgré le fait que les Inuits, eux, ils y vivaient depuis des décennies. Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur identité chrétienne d'éleveur aussi. Ouais. Exactement. Puis on est en plein là-dedans. Il nous dit en gros, pour éviter de reproduire ces effondrements dans les sociétés, 4 grandes leçons que moi j'ai tirées. Là encore, il y en a bien plus, mais celles que moi j'ai trouvées vraiment pertinentes. Faire des plans à long terme. On ne peut pas faire face à un effondrement à court terme. On ne peut pas résoudre ça en quelques années. Donc, penser à long terme, donc sortir du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Penser dans l'action collective. Il faut sortir des intérêts individuels, il faut penser bien commun, il faut penser action collective. Puis, exactement ce que tu disais, reconsidérer les valeurs dominantes. Si on s'attache à nos valeurs dominantes à tout prix, si le mode de vie des Américains n'est pas négociable, on va droit dans le mur, c'est sûr et certain. Ça fait partie des ingrédients de tous les effondrements des sociétés précédentes. Et le dernier conseil qu'il nous donne, que j'ai retenu, c'est l'abandon des privilèges des puissants. Les privilèges des puissants font partie du problème. Et ouais. Mais on le dit pas. Mais on le dit pas. Quand est-ce qu'on entend ça? Quand est-ce qu'on met ça sur le devant de la scène de dire on ne peut pas maintenir des gens qui vivent avec des niveaux de vie qui sont complètement inconsidérés? Et ben ça fait partie du problème de manière intégrale. Et il faut le dire et le répéter et le répéter. C'est dit. Ben, en fait, tout ça, là, pour l'instant, on est dans le réactif. Donc, je t'écoutais parler, puis je me dis, puis ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on est encore capable de colmater les choses de façon réactive. Mais dans tout ça, puis dans ce que Martin nous incite à faire, c'est du politique, pas la politique. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'action collective, c'est pas de l'action individuelle, c'est tout le monde ensemble, discuter, puis pas être d'accord ensemble. Puis être capable de discuter, même si on n'est pas d'accord ensemble, se chicaner, parce qu'au Québec, on n'aime pas la chicane, bien, se chicaner, avoir des dissensus. Je suis tannée d'entendre parler du consensus. C'est mou, ça n'a pas d'allure. Donc, si on est capable d'aller plus loin, bien, peut-être qu'on va être capable d'affronter un monde qui vient devant nous. On ne sait pas quel monde s'en vient, mais on ne pense pas que c'est un monde bucolique de jadis. Ben, moi, que quelqu'un voulait réagir, ça nous amène, je trouve, à notre troisième thème, qui était quels sont les changements qu'on devrait voir émerger, plutôt que peut-être que ceux qu'on va voir émerger. Comment on peut espérer opérer cette transition-là socio-écologique? C'est quoi nos moyens d'action collectifs? Tu disais, c'est quoi nos moyens pour agir? Ouais. Moi, je dirais Fabrégion. Je dis ça comme ça, mais... Non, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais il se passe plein de trucs aujourd'hui quand même. Il se crée plein d'espaces dans Rimouski en transition, dans Fabrégion, dans plein d'endroits, Kakuna Nourricier, on pourrait en citer plein, Saint-Valérien. Il y a plein d'espaces qui se créent dans lesquels on peut agir collectivement. Puis je pense que c'est important, il faut y aller. Moi, je reviendrai sur le rôle des élus. Vous m'entendrez pas dire ça souvent, mais je pense qu'on a tendance à dénigrer le rôle des élus, puis il faut pas. Dans Fabrégion, on a fait le parti de se dire on fera rien sans avoir les élus parce que qu'on le veuille ou non, c'est eux aujourd'hui qui ont le gros bout du bâton, qui ont la capacité d'agir, qui ont la capacité de faire changer les choses. Puis oui, il y en a plein qui sont réticents, puis qui freinent et tout ça, mais il y en a aussi plein qui ont envie d'agir. Puis j'ai envie de dire allons les chercher eux, puis
allons leur donner des espaces qui les sortent un peu de leurs institutions, parce que moi, le nombre d'élus avec qui j'ai discuté qui disaient « Ouais, j'aimerais bien, mais c'est compliqué parce qu'effectivement, la politique municipale, la politique des MRC, on peut pas toujours faire ce qu'on veut et tout ça. » Mais quand on leur offre des espaces qui sont un peu à l'écart, comme... je parle de ce que je connais dans Fab-Région. On a un collectif qui n'a pas d'identité légale, qui n'a pas de pouvoir propre, qui n'a pas d'enjeu spécifique, qui fait qu'un élu qui vient là, il n'a pas tout un tas de pression qu'il peut avoir quand il est dans sa municipalité ou dans sa MRC. On entend des discours qui sont vraiment différents de ce qu'on les entend dire quand ils font des discours officiels, mettons. Puis ces espaces-là, c'est quand même des moyens pour recréer le contact entre les citoyens et les élus, travailler différemment ensemble. Et ça, je pense, c'est quand même vraiment important. Fait que oui, il faut pousser nos élus à aller toujours plus loin, mais il faut aussi leur offrir des espaces dans lesquels on peut travailler ensemble. Je pense que toutes les initiatives dont tu as parlé, et plus encore, sont importantes, mais il ne faut pas se replier sur nous-mêmes. J'entends beaucoup souvent des projets dire « il faut revenir au local, ça va bien, on va tisser ensemble, puis on va faire un projet ». Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière, et on est avec les autres aussi. Donc, il faut être capable de réfléchir nos projets territoriaux, donc ceux qu'on a parlé, mais de faire ces liens-là, ces liaisons-là avec les autres territoires, avec les autres échelles, essayer de rester lucide avec ces échelles-là spatiales, donc ou politiques, si on veut, et de ne pas négliger, oui, le rôle des élus locaux. Il y a plusieurs échelles de localité. Là. Il y a le municipal, puis il y a le supramunicipal. Puis les élus aussi de l'État, quand j'en parle à mes étudiants, l'État puis le diable, c'est à peu près la même chose. Mais je pense que l'État est important, puis que si l'État qui est là ne nous plaît pas, puis c'est difficile, je le sais, ça fait un peu idéaliste de dire, on pousse pour avoir un autre État, mais... l'État, je ne connais pas de modèle actuellement qui a bien fonctionné sans État. En fait, même si on retourne beaucoup en arrière, je crois en des liens politiques, mais je pense qu'il faut les construire, ces liens-là. Bon, il y a du travail à faire, mais les exclure complètement me semblerait un peu utopique. On te fait à croire que tu es libre en autant qu'on ne te donne pas le choix. Et je vous le résumerai de cette façon-là parce qu'on a échappé au Canada la possibilité d'une réforme démocratique. Au Québec, on a un gouvernement présentement qui gouverne, on pourrait parler du terme de la gouvernance, et qui a lui-même signé un pacte pour mettre en place une réforme démocratique. D'ailleurs, chaque gouvernement au Québec, avec prise de pouvoir, le pouvoir est une maladie. Fait que moi, je vais aimer le politique quand je peux travailler avec des partis d'opposition qui ont peut-être pas la capacité ou une visée tellement lointaine de prendre le pouvoir, qui vont être des gens que je vais sentir encore avec des notions de conviction. Fait que je suis capable d'apporter ces nuances-là dans la notion du monde politique. Mais du moment qu'il y a l'agenda du pouvoir, allez regarder l'ensemble des traités que le gouvernement canadien a dû signer à l'international. On est inféodé à des agendas de multinationales. Et là, je suis pas en train de devenir un punk anarchiste là, qui va craquer une allumette pour faire sauter quelque chose. Attention, t'es filmé. C'est ça. Non, je parlais de confetti. Non, mais quand on parle de cette radicalisation mondiale-là, quand on voit les scientifiques rejoindre Extinction Rebellion, il y a Scientific for Rebellion, l'an passé ou il y a 2 ans, 400 scientifiques ont signé une lettre mondiale demandant un débat sur les risques d'effondrement. Vous avez vu, Steph vous en a parlé tantôt. Fait qu'on arrive avec des surfaces de tension planétaire dans cette déplétion que je vous parlais tout à l'heure au niveau des ressources naturelles. On pourrait parler de la guerre de l'eau, la guerre des hydrocarbures, la course aux métaux de la transition. Regardez le Québec cet été, l'été passé, on parle de 70 forages dans des zones récréatives, villégiatures, habitées pour les métaux de la transition et on nous dit qu'on doit faire notre effort. Alors moi, le monde politique, je l'emmerde. Émilie? Oui.
dans un autre ordre d'idée. C'est correct, mais c'est ça aussi. On voulait avoir toutes sortes de perspectives différentes. Je dirais que, en fait, il y a plusieurs solutions. Il y en a vraiment énormément. Puis moi, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'espoir. C'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne fait pas à l'école présentement parce qu'on n'en a pas les moyens puis qu'on pourrait faire que je me dis que si on fait les choses autrement, vraiment, on peut arriver à des choses fantastiques. Dans les premiers facteurs d'engagement éco-citoyen, il y a la présence en nature, il y a la présence d'adultes significatifs près des jeunes. Puis ces deux choses-là qui sont fondamentales, on les voit encore trop peu. Nos jeunes, lorsqu'on les sort de l'école puis qu'on leur demande finalement qu'est-ce que tu retiens de ton activité, c'était tellement le fun. On était dehors, on était à l'extérieur. Donc, cet aspect-là qui peut paraître banal, il est essentiel. Les adultes significatifs, puis aussi le fait de vivre des réussites, c'est fondamental. Puis, je regarde Fab-Région, mais je pourrais regarder tous les autres organismes qui sont des modèles pour nos jeunes, qui représentent en fait des adultes qui s'engagent, parce que présentement, plusieurs de nos jeunes disent que les adultes et les générations plus âgées sont désengagés, alors que c'est faux. Il y en a plusieurs qui s'engagent, mais on doit pouvoir leur montrer ces exemples-là. Donc, ça doit pénétrer nos écoles. On apprend à faire de la politique en faisant de la politique. Et nos jeunes ne sont même pas impliqués dans les prises de décision qui les concernent directement dans les écoles. Ils ne sont pas impliqués dans les règles de vie des écoles, alors que c'est quelque chose de fondamental. Donc, il faut commencer par ça. Il faut commencer par leur faire prendre conscience qu'ils ont une voix et que leur voix est importante. Et par la suite, ils vont s'engager davantage sur les questions environnementales, entre autres. Donc, les jeunes, présentement, dans nos écoles, ils ne se sentent pas comme des interlocuteurs et des interlocutrices crédibles, légitimes, valables. Alors, il faut leur faire sentir que les choix qu'ils font, ils sont valables et que la voix qu'ils portent, elle est valable. Donc, elles doivent se sentir davantage entendues. Voilà. Mais je pourrais en dire plein d'autres. Il y a énormément de moyens. En fait, le fait de vivre des réussites, le fait de côtoyer des adultes significatifs qui sont essentiels, c'est quelque chose de fondamental. La place de la culture dans nos écoles, la place de la critique des médias aussi, qui est trop peu présente, la place de l'art, qui est fondamentale parce que c'est un des moyens pour pouvoir traduire justement ces émotions-là qui sont trop peu présentes. Mais tous ces moyens-là, là, ils sont très difficiles à mettre en place présentement parce que nos enseignants sont, comme je le disais tout à l'heure, pas suffisamment formés, puis c'est pas parce qu'on veut pas le faire, c'est parce que les défis sont tellement énormes, puis ils ont tellement besoin d'être formés sur tellement plein de choses. Rajouter à ça la pénurie des enseignants qui fait qu'ils sont déjà dans les classes, ils sont déjà en train d'enseigner. Mais c'est aussi le manque de reconnaissance, le manque de temps pour se former, le manque de ressources adéquates. Donc, tant qu'on n'aura pas cette reconnaissance-là fondamentale de nos enseignants, ça sera difficile de mettre en place ces moyens-là. Donc, c'est toute une roue qui tourne. Il faut passer par la reconnaissance de nos enseignants pour aussi mettre en place ces moyens pour nos jeunes. Voilà. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour mobiliser les gens? Parce que là, on a parlé... des fois, il n'y a pas comme une peur ou pas une apathie, mais un découragement, tout ça, mais qu'est-ce qui va donner l'impulsion? Bien, c'est pas facile, mais pour être motivé, pour agir, il faut être motivé. Il faut aimer le projet dans lequel on s'embarque. Puis ça n'a pas besoin d'être... Puis il ne faut pas que la montagne elle soit nécessairement haute. Je ne suis pas vraiment la fille qui va faire la promotion des petits pas, là, parce que je pense qu'on s'épuise à avancer à petits pas. Mais malgré tout, il faut aimer dans le projet dans lequel on s'embarque. Puis s'il est trop gros, on ne voit plus l'effet de notre engagement. Donc, il y a comme une échelle là, à chercher, mais il faut vraiment... Je pense qu'il faut s'engager puis il faut faire des choses ensemble. Est-ce que c'est ça qui va tout changer demain? Non. Puis, j'appelle pas ça de petits pas, mais il faut quand même avoir... Tu sais, j'écoute Émilie qui parle
du plaisir des jeunes à l'école, bien, il faut avoir ce même plaisir-là. Nous, comme citoyens, il faut avoir quand même l'impression que l'énergie qu'on dépense le soir, la fin de semaine, entre nos heures de travail, que ça a un petit effet, un petit impact, puis qu'il y en a d'autres aussi fêlés que nous qui vont faire la même chose. Donc, il y a déjà ça, là. Puis, il ne faut pas s'empêcher de rêver. Aujourd'hui, je parle des utopies. L'utopie, là, c'est pas une maladie, puis c'est pas un rêve pour juste se faire à croire que ça va bien. L'utopie, c'est ça qui va nous permettre de trouver le meilleur projet pour avancer. Donc, il faut se permettre de réfléchir toujours dans un mouvement politique. Je dirais que du moment qu'on fait de l'implication citoyenne, c'est chronophage, c'est énergivore. Fait que c'est sûr que c'est pas attirant de s'embarquer dans certaines luttes citoyennes. Mais s'il n'y avait pas eu la mobilisation des Québécois, par exemple, dans le dossier des gaz de schiste, on aurait peut-être 16 000 puits à la longueur de la vallée du Saint-Laurent. Si les Québécois ne s'étaient pas mobilisés contre les forages en milieu marin, on aurait peut-être à 30 km de distance des îles de la Madeleine des forages avec la réserve géologique de Old Harry, tout près des zones de pêche. Fait que pour moi, se battre pour le bien commun, ça passe par l'amour. Puis ça peut faire niaiseux ce que je vais dire là, mais c'est l'amour du territoire, c'est l'amour de nos semblables. Chaque communauté au Québec que moi j'ai vu se soulever contre des projets, c'était pas parce qu'ils étaient dans un phénomène du pas dans ma cour, c'est parce qu'il y avait l'amour de leur territoire. Ouais, on protège ce qu'on aime, ouais. Oui, puis on va se battre pour ce qu'on aime. Puis pour se battre pour ce qu'on aime, il faut le connaître. Fait que moi, je pense que la notion de l'éducation, c'est pour ça que je bois beaucoup tes paroles, parce que ça part très tôt sur cette transmission-là du savoir de quel territoire on est. On est capable de nommer 10 pièces sur une voiture, mais on n'est pas capable de nommer 10 plantes quand on marche en forêt. On va passer à la tondeuse, c'est des mauvaises herbes, des mauvaises herbes. Fait que la reconnexion au territoire, le véritable enracinement, ça passe par cet amour-là, cette découverte, parce que sinon, cette implication-là perd son sens. Puis ça devient des luttes qui vont devenir fratricides entre nous sur le fait qu'on perd la raison de pourquoi on le fait. Fait que c'est pas des luttes du court terme. J'ai aimé ça, les petits gestes que tu soulèves, Nathalie. Là, il y en a beaucoup qui sont devenus très irrités dans le milieu plus activiste sur les écologestes, les petits pas. Tout geste a un sens, mais je pense que face à l'ampleur des défis qu'il y a devant nous, il y a, disons, le taureau à prendre par les cornes. Puis souvent, c'est des petits groupes. C'est des petits groupes qui peuvent faire basculer complètement des promoteurs qui pensaient que l'ensemble de leur projet était ficelé. Fait que c'est pour ça que je vous invite encore à nouveau à lutter pour l'amour. Lutter pour l'amour. Steve, oui, tu peux y aller. Moi, j'ai l'impression qu'une des difficultés là-dedans, puis je trouve que vous dites bien tout ça, c'est trouver le bon dosage quand on parle aux gens entre le fait qu'il faut parler des risques, il faut parler de ce à quoi on se confronte, il faut conscientiser qu'il faut agir, on n'a quand même pas le choix, mais on ne peut pas être juste là-dedans, il faut quand même tenir un discours positif, puis il faut embarquer les gens dans un projet qui fait envie. Puis trouver le bon dosage là-dedans, je trouve que c'est ça le plus compliqué quand on veut faire de la mobilisation. Et il me semble que quelque chose qui peut être intéressant, c'est d'essayer de réfléchir, de multiplier les discours. On s'adresse à plein de personnes différentes, puis tout le monde ne va pas être attentif à la même chose, tout le monde ne va pas s'accrocher à la même chose. Puis il y a des gens qui ont envie d'y aller, qui ont envie d'avancer vite. Il faut leur proposer des choses, il faut leur proposer de participer à la création de solutions, puis être dans l'innovation. Puis il y a des gens qui sont ce qu'on appelle les retardataires dans les théories de la diffusion. Eux, il faut leur imposer des choses, puis on va utiliser différents mécanismes pour embarquer les gens dans le processus, mais il faut différencier la manière dont on s'adresse aux gens. Et pour ça, il faut créer des éventails, des panoplies de solutions. Il faut créer plein de trajectoires différentes pour atteindre le but, pour que chacun trouve la manière à laquelle il va s'accrocher. Je pense que bien souvent, on a tendance à proposer une manière d'agir, une façon de voir les choses qui va parler à une catégorie de personnes, mais qui ne parlera jamais à tout le monde. Mettons-nous ensemble, puis multiplions les possibilités d'agir. Oui, puis je ferais du pouce sur ce que tu mentionnes, parce qu'en fait, chaque individu va avoir ses propres dimensions du sentiment de pouvoir agir. Ce ne sera pas tout le monde qui va agir de la même façon, qui va être mobilisé de la même façon. Puis j'irais vers un aspect essentiel qui est, à mon sens, la confiance réciproque. Puis je le mentionne, mais en fait, c'est les jeunes qui me l'ont mentionné. C'est important que les autres nous fassent confiance. C'est fondamental.
mais aussi, il faut faire confiance à l'autre dans ses vulnérabilités. Puis de là, toute l'importance de l'idée de la justice sociale, parce que chacun a des capacités différentes. Si une personne, par exemple, n'arrive pas à consommer des biens durables, il se peut que sa capacité financière ne le permette pas. Mais pour ça, il faut être à l'écoute des autres, il faut être respectueux des autres, il faut réfléchir ensemble à comment je peux faire pour augmenter cette capacité chez cet individu-là, pour faire en sorte qu'il puisse agir comme lui, il considère valable de le faire, parce qu'il est un individu qui peut faire des choix pour lui-même. Dans les autres aspects aussi qui sont ressortis, qui me semblait nécessaire de mentionner, il y a l'idée de solidarité, on en a beaucoup parlé, mais il y a l'idée de fierté. La fierté de ce qu'on fait, la fierté de notre passé, de notre patrimoine, la fierté face aux actions, la fierté face aux richesses, que ce soit des richesses naturelles ou humaines qu'on a au Québec, c'est tellement mobilisateur. Donc, cet aspect-là de fierté, je pense qu'il doit être mis en mots, il doit être verbalisé. On entend encore une fois beaucoup parler des problèmes, mais il y a tellement de belles choses. Puis Martin, tu en as nommé des belles réussites. Celles-ci doivent être nommées aussi et elles doivent contribuer finalement à faire en sorte qu'on va de l'avant. Il faut toujours réfléchir, dans le fond, à ce qu'on dit, quel impact ça va avoir. En éducation, on réfléchit toujours à ça. On se dit, OK, je vais dire ça, mais dans le fond, quel est mon but? Quel est mon objectif? C'est pas tout qui est bon à dire. Ça dépend de l'objectif que je poursuis. Donc, si je veux mobiliser, si je veux développer l'action, ça se peut que je ne veuille pas développer le fatalisme. Donc, ça se peut que je veuille miser sur des réussites, bien que je sache que c'est pas que ça. La crise climatique, elle est excessivement grave, excessivement dommageable. Mais mon objectif, est-ce que c'est simplement qu'on se le rappelle jour après jour, ou est-ce que c'est qu'on change les choses puis qu'on se relève les manches?